est 16h32. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à la dernière discussion de table de travail. On est super content d'avoir avec nous aujourd'hui Éric Pinault qui va nous parler d'économie et de l'après-crise. Bonjour Éric, bonjour Diane. Bonjour. Salut! Comme d'habitude, on a hâte de les entendre, mais on se donne quelques règles pour faciliter les échanges et la participation. Donc, vos micros sont normalement fermés en ce moment. S'ils ne sont pas fermés, s'il vous plaît, fermez-les parce que vous allez voir que la caméra suit le son et qu'on va perdre des bouts de conversation si vos micros sont ouverts. Donc, fermez-les pour l'instant, mais il y aura une période de questions après l'échange d'une trentaine de minutes entre Diane et Éric. Diane a beaucoup de questions pour Éric. Et puis, quand ils seront prêts, donc, ils vont me faire signe et on va procéder comme les deux autres fois pour ceux qui étaient là. Donc, je vais vous inviter tout de suite à ouvrir la petite fenêtre Converser. Vous allez voir l'icône Converser dans le bas de votre écran. Vous ouvrez ça, ça vous ouvre une boîte de dialogue. Et puis, quand on va ouvrir la période de questions, vous avez juste à vous signaler dans la boîte de dialogue et moi, je vais vous donner la parole. Donc, je vais vous nommer, je vais ouvrir votre micro et vous allez pouvoir vous adresser directement à Éric et à Diane. Voilà, petit message avant de commencer. La bande passante est notre tyran à tous. C'est possible que ça lague, comme on dit, ou qu'on ait quelques gels, mais normalement, si on patiente quelques secondes, ça reprend. Et on a très bien réussi à avoir une belle discussion les deux autres fois. Et voilà, je cède la parole à Diane. Bonne discussion, tout le monde. Alors, mon micro est allumé, oui. Bonjour tout le monde. Bonjour Éric, je suis contente de te retrouver. Éric et moi, on a fait 2 ans ensemble la chronique économique à médium large. On avait développé une belle complicité. D'ailleurs, j'ai appris beaucoup au contact d'Éric et puis on va continuer à apprendre avec lui aujourd'hui. Ma première question, Éric, c'est explique-nous c'est quoi les mécanismes d'une crise économique. Tu m'as parlé d'un coup de marteau, tu donnais l'exemple d'un coup de marteau. Explique-nous un peu comment ça fonctionne une crise. Oui, bien, il y a plusieurs types de crises. Premièrement, il y a des crises cycliques qui sont récurrentes et qu'on peut attribuer à des facteurs internes à l'économie. Mettons qu'on pense en termes de cycle d'affaires. Mais là, je vais faire comme Arruda, je vais faire des petits schémas comme ça. On peut penser à des vagues, hein, puis ben, ça va bien, oups, là, ça va moins bien. Puis donc, on a le phénomène cyclique, tout ça, ça nous a habitués. On dit toujours, ah, il me semble qu'on est dû pour une récession, puis là, on a une récession, puis oups, il y a une reprise, puis là, ça repart. Il y a les facteurs, évidemment, internes à une économie qui génèrent ces cycles-là. Dans les dernières 30 ans, c'est surtout la finance qui a généré des cycles économiques. C'est les bulles financières qui ont grandi, puis ils ont éclaté. Puis là, on est passé dans un nouveau cycle, d'un cycle à l'autre comme ça. C'est certain que la crise de 2008 était grave parce que là, la bulle était grosse. Mais il y a un autre type de crise qui est un choc externe. Et là, c'est vraiment un événement qui vient, un météore qui tombe sur l'économie, boum, et là, qui engendre après ça des conséquences qui peuvent être graves. Et là, dans ce contexte-là, c'est vraiment important de savoir où il atterrit le météore. C'est le mécanisme de transmission qui nous intéresse, nous, les économistes, pour comprendre ce qui va arriver à la crise. Donc, ça part de où le choc, comme le coup de marteau, et après ça, c'est comme le coup de marteau, c'est une façon de le voir, ça se répercute dans la structure, ou bien une autre image que vous pouvez prendre, là, c'est comme un étang, puis tu garoches une roche dedans, puis mais tu vas le garocher dans un endroit, puis là, ben, il va y avoir des vagues qui vont partir. Puis là, on s'intéresse à, OK, mais ces vagues-là, ils vont partir de haut, puis ils vont atteindre quoi, puis ils vont avoir quelle grosseur. Puis, je continue dans les métaphores un peu boboches, mais le coup de marteau, mettons qu'on est dans un jeu de mécano ou un bricolage qu'on a fait pour un projet scolaire avec notre enfant qui a un cours de sciences, puis le prof, il fait faire le énième pont ou le énième bolide. Là. Nous, dans la commission scolaire, ils adorent les ponts, les profs de sciences. Toujours en train de faire des ponts pour nos enfants. Bref, tu donnes ton coup de marteau sur le pont, bien, le pont, il va briser selon des lignes de faiblesse. Et dans le fond, la crise, donc, elle révèle aussi des faiblesses structurelles d'une économie. En 2008, ça nous a révélé finalement une fragilité financière incroyable de notre économie.
qui était une fragilité qui était autant du côté des banques, évidemment, des grands fonds, mais aussi du côté des ménages, hein, les ménages de surendettés, puis ça là. Donc, actuellement, le coup de marteau de la COVID, ben, il frappe l'économie. Il frappe dans un endroit assez inusité. La plupart des crises qu'on a connues, là, quand on parle de vagues, ça part du secteur manufacturier, puis de la finance. D'habitude, c'est deux-là ensemble. Puis là, ça se diffuse. Puis à un moment donné, ça se rend des magasins, ça se rend des restaurants, ça se rend par la consommation des travailleurs, ça se rend jusqu'à la sphère de la demande. Puis là, les emplois se perdent. Mais là, c'est le contraire. C'est comme si ça part de l'extérieur de l'économie, puis ça rentre à l'intérieur de l'économie. Donc, c'est vraiment une forme nouvelle. Ça, c'est une première chose. Mais ça a révélé, par contre, des faiblesses structurelles. Mais ça a révélé que notre secteur des entreprises en Amérique du Nord, il y a un problème de surendettement grave. Les ménages vivent de paye en paye pour la plupart. Les liens d'emploi, on y reviendra, j'imagine, sont complètement fragmentés dans toutes sortes de formes vraiment. C'est pour ça qu'on a tellement de la misère à savoir comment envoyer un chèque à quelqu'un. On essaie de comprendre comment il travaille. Puis, c'est pas comme si tout le monde avait un emploi de 9 à 5 comme on avait dans les années 80 ou 90, 9 à 5, emploi masculin, 9 à 5, paye régulière, etc. Ce modèle-là, très minoritaire. Donc, ça révèle aussi cette fragmentation de l'emploi. Puis finalement, pour le secteur des ressources naturelles, surtout le pétrole, ça révèle la fragilité extrême du secteur pétrolier. Là. Mais ça, je ne sais pas si tu veux qu'on vienne ou pas, là, je te laisse me guider. Au 19e siècle, les dernières crises économiques, donc celles avant la grande crise de 29, il y a eu une coupure. Il y a une coupure entre le monde du 19e siècle et la fameuse crise de 29. Parle-nous de cette coupure-là parce que ça va nous expliquer pourquoi on est si fragile aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les gens de 29 ont été si affectés comparés aux crises du 19e siècle? Et pourquoi c'est resté dans notre imaginaire collectif comme la grande crise. Puis en ce moment, on fait tout de suite la comparaison, sais-tu? Parce que c'est vrai que, avant de répondre à la question, je vais juste rajouter un élément d'information. C'est vrai que quand je parlais des petites vagues, on appelle ça des récessions. Hein? Puis là, de plus en plus, on entend le D-word, pour parler en anglais, hein? Dépression même. Je l'ai entendu. M. Trudeau, ici au Québec, aux États-Unis, tout le monde prononce ce mot qu'on n'osait pas prononcer depuis très, très longtemps. Est-ce qu'on s'en va vers une dépression? La seule dépression qu'on se rappelle dans notre histoire imaginée, c'est la dépression des années 30. Pourquoi elle a été si dramatique? C'est parce que les gens dépendaient essentiellement du marché du travail pour vivre. Les crises au 19e siècle, parce qu'il y en avait là, des crises très graves là, tout le long du 19e siècle, en fait, l'histoire du capitalisme comme type d'économie, c'est une histoire de crise. On peut y aller, là. Il y en a une aux 7 ans, puis il y en a une grave à peu près aux 15 ans au 19e siècle. Et à l'époque, au 19e siècle, il y avait toujours, puis si on se place au Québec même, quand la crise a frappe, tes ouvriers, tes ouvrières, ils ont l'option de retourner chez leur cousin qui a encore une terre, chez leur père qui a encore un bout de l'eau forestier. On peut aller travailler ces chantiers forestiers. On a accès à de la subsistance à l'extérieur du marché. On est capable encore de se produire ce qu'on a besoin pour manger, pour se chauffer, pour s'habiller. On a encore accès à des moyens de produire notre subsistance. Quand la crise de 29 frappe, ça précède une période dans les années 20 qu'on appelait des années folles, mais entre autres, les années 20, ce qu'on voit, c'est l'accélération de l'urbanisation des sociétés comme la nôtre, comme le Québec, mettons, mais c'est aussi une coupure, vraiment une coupure importante. Les gens de la ville, ils ont coupé leur lien avec la campagne. Ils vont visiter, ils vont faire un tour, ils ont un cousin ou ils ont un oncle qui a encore une terre, mais ils ne dépendent plus pour manger, pour boire. Il y a vraiment cette coupure-là. Et donc, ça frappe les populations qui dépendent du marché du travail pour subsister, pour avoir des revenus, puis qui dépendent du marché des biens pour pouvoir consommer, pour aller chercher leur pain, pour aller chercher leur linge. Puis quand ces deux marchés-là s'effondrent en même temps, là, les gens sont très vulnérables. Puis c'est pour reconnaître cette dépendance-là qu'on va inventer. En fait, quand on reconnaît ça, quand on constate ça, c'est dans ce contexte-là qu'on va formuler les premières grandes politiques sociales. On va se dire, OK, on a une population urbanisée. Bon, ce n'est pas un cadeau qui tombe du ciel, là, c'est des luttes importantes, mouvement syndical, mouvement ouvrier, lutte pour faire reconnaître qu'on dépend du marché du travail pour nos revenus, puis qu'il faudrait stabiliser les revenus des travailleurs en temps de crise.
c'est dans ce contexte-là qu'on invente l'assurance chômage, qui aujourd'hui s'appelle l'assurance emploi, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, justement, il y a eu ces mesures-là. La crise, la dépression de 29 nous a donné des mesures sociales. Là, on va arriver au concept de monnaie hélicoptère. Donc, en ce moment, avec la crise de la COVID, donc le gouvernement lance de l'argent aux gens, là, la monnaie hélicoptère. Et là, est-ce qu'on pourrait en arriver justement à faire un parallèle entre les programmes sociaux des années 30 et cette monnaie hélicoptère-là qui nous est distribuée maintenant parce qu'on ne peut pas gagner notre vie, parce que justement, on est confiné. Puis là, bien évidemment, je t'amène tranquillement à l'idée du revenu de base. Donc, explique-nous, c'est quoi cette monnaie hélicoptère-là, puis en quoi est-ce que ça pourrait peut-être nous mener et qui fait de toute façon objectivement ressurgir l'idée du revenu de base? Oui. La monnaie hélicoptère, c'est une vieille idée des années 70 qui vient de la droite. En fait, c'est Milton Friedman qui la développe en disant, dans le fond, plutôt que ce soit l'État qui, par des dépenses publiques, emploie du monde, provoque de l'activité économique, puis que ce soit la bureaucratie, finalement, qui capture le processus économique, il me semble que ce serait plus intelligent d'envoyer directement dans la main des gens de l'argent et qu'eux fassent les choix rationnels sur le marché. Il croyait beaucoup dans la rationalité du marché. Moi, je fais partie de... Je n'ai pas cette religion-là. J'ai d'autres religions, mais je n'ai pas celle-là, la religion de croire dans le marché comme lui. Mais cette idée-là, elle reste un peu dans les archives de la réflexion économique. Puis à partir, c'est vraiment en 2010-2011. On est en pleine crise là, post-2008. Puis là, c'est plutôt en Europe que la réflexion émerge parce qu'on a l'austérité qui est menée par les différents États. Et la Banque centrale européenne, elle, la seule affaire qu'elle peut faire, c'est imprimer de l'argent. Puis, elle peut imprimer de l'argent, mais elle ne peut pas dépenser. Ce n'est pas comme un gouvernement qui peut dépenser. Et là, on se dit, bien, comment on peut intervenir dans l'économie européenne? On peut baisser les taux d'intérêt. On baisse. À un moment donné, on arrive à zéro. Qu'est-ce que tu fais rendu à zéro? C'est sûr que tu peux moins 25, là, mais à un moment donné, il y a une limite à pouvoir baisser les taux d'intérêt. L'autre affaire que tu peux faire, c'est que tu peux racheter les mauvais actifs financiers qui circulent. C'est une façon de donner de l'argent à l'économie. Tu dis, hey, tu as une mauvaise dette, regarde, je te l'achète, je te la redonne dans 2 ans, mais d'ici là, je te donne du cash. Fait que ça donne de l'argent à l'économie, mais tu prends les mauvais actifs d'une entreprise qui est surendettée, mais elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se servir de ce cash-là pour payer ses propres dettes. Elle ne va pas nécessairement faire de l'activité économique. Donc, ils se sont dit, hey, là, peut-être qu'il faudrait carrément mettre 2000 € dans tous les comptes de banque des ménages des membres de l'Union européenne qui sont dans la zone euro. Monnaie hélicoptère. Envoyer directement de l'argent à partir de cette idée que les ménages, eux, ont besoin de manger, c'est qu'ils vont dépenser leur cash. Contrairement à une entreprise qui, elle, ne mange pas, mais va plutôt payer ses factures, peut-être même spéculer ou peu importe, on ne sait pas. C'est moins certain. Quand tu envoies $1 du côté des entreprises, tu ne sais pas où ça va atterrir. Quand tu envoies $1 dans quelqu'un qui chôme, il va faire son épicerie. Donc, c'est dans ce contexte-là que la réflexion émerge de la monnaie hélicoptère comme un outil qu'une banque centrale, si un gouvernement ne peut rien faire, pour toutes sortes de raisons, surendetté, c'est du monde de droite qui pense que juste il faut couper, il faut faire l'austérité, peu importe la raison, eh bien, une banque centrale, elle peut agir par ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère, c'est-à-dire de déposer un chèque dans le compte de tout dépositaire, de tout ménage. Cette idée-là, ce n'est pas ça qu'on fait en ce moment, mais ce n'est pas loin. C'est l'idée, donc, de directement trouver une manière de mettre du pouvoir d'achat dans les mains, de stabiliser les revenus. Puis, pourquoi que l'assurance-emploi ne fonctionne pas? Si je peux me permettre 2 minutes pour expliquer la logique de l'assurance chômage, il faut monter aux années 30. Dans le fond, l'assurance chômage, là, c'était simple. C'était une assurance. Fait que là, les travailleurs, ils font la grève, puis moi, je veux un meilleur salaire. Mais là, ouais, je veux un meilleur salaire. Ou bien, je ne prends pas une augmentation de salaire. Je fais un deal avec toi. Plutôt que d'avoir une augmentation de salaire, moi, je vais cotiser dans un fonds, tant. Puis toi, tu vas, plutôt que me donner une augmentation, cotiser dans ce fonds-là. Fait que je refuse l'augmentation de salaire, mais je t'exige de toi, mon employeur, que tu cotises dans un fonds. Puis quand il va y avoir du chômage, bien, moi, je vais piger là-dedans, puis ça va stabiliser mon revenu. C'était ça, l'assurance-emploi. Mais ça marche quand tout le monde a les mêmes conditions d'emploi. Mais quand on a des travailleurs autonomes, du monde à temps partiel, du monde qui vont de projet en projet, des entrepreneurs qui deviennent salariés, qui redeviennent travailleurs autonomes, qui deviennent salariés,
ça se promène dans les statuts, ce système-là, il ne fournit pas. Il ne peut pas stabiliser les revenus. Et c'est dans ce contexte-là que le gouvernement actuellement joue un peu à l'hélicoptère en garochant l'argent parce qu'il ne peut pas se fier à l'autre mécanisme qui ne fonctionne pas. Donc, la monnaie hélicoptère, elle vient sécuriser le revenu là où les autres mécanismes ne fonctionnent pas. Puis, elle part d'un postulat que dans la société canadienne, tout le monde à peu près, en ce moment, travaillait. On était en situation de pénurie de main-d'œuvre. Donc, on ne peut pas blâmer des paresseux dans un coin qui profiteraient du système et qui recevraient de l'argent gratuitement. On était en situation de pénurie de main-d'œuvre chronique. On n'avait pas assez de travailleurs. On avait des jobs pour tout le monde et encore plus. Donc, dans ce contexte-là, c'est peut-être plus facile de faire passer une mesure où on envoie de l'argent à tout le monde. Je me pose une question. Est-ce que d'habitude, dans les crises économiques avant, est-ce qu'on n'aidait pas plutôt les entreprises? Puis là, on dirait qu'on aide les travailleurs. Est-ce qu'il y a comme un changement d'idéologie? Parce qu'il me semble que mon souvenir, puis ce que j'ai appris en économie, c'est que d'habitude, l'argent allait aux entreprises qui, elles, allaient repartir la machine. Puis là, cette fois-ci, on aide les travailleurs. Est-ce que c'est justement parce que le marché de l'emploi est complètement éclaté maintenant puis que ça ne se rendra pas à tous les travailleurs? Donc, ça, c'est un changement de paradigme assez important. Oui, oui. Mais il y a deux aspects dans ce que tu viens de dire qui est important. C'est pas vrai que dans les anciennes crises, on n'aidait pas les travailleurs, c'est juste que c'était invisible. Parce que c'était ce qu'on appelle les fameux stabilisateurs automatiques. C'est l'assurance chômage. Ouais. C'est qu'on n'avait pas besoin de faire une politique spéciale pour aider les travailleurs. En 80, là, mettons les grandes crises qu'on a en tête, là, la récession de 80, la récession de 90, mettons, c'est les deux grandes là, avant celle de 2008. On n'a pas besoin d'inventer une politique. On a l'assurance chômage qui est là, puis ça démarre tout seul. C'est pour ça qu'on appelle ça stabilisateur automatique. Oui. Ça rentre en fonction, le moteur, il part tout de suite là. Et après, il fallait des politiques spéciales pour viser les entreprises qui avaient reçu le coup de marteau. Mais là, cette fois-ci, ce qui a reçu le coup de marteau, c'est toute ça commence par être toute la distribution. Là, c'est les cafés, les théâtres, les cinémas, les restaurants, les petites boutiques. Puis tranquillement, ça fait son chemin vers l'intérieur de l'économie. Donc, pour aider ces gens-là, c'est vrai que la façon la plus facile, la politique immédiate la plus facile, c'est d'envoyer du pouvoir d'achat dans l'économie, donc d'envoyer de l'argent aux ménages pour au moins stabiliser. Parce que l'autre chose qui nous fait vraiment peur, c'est que si tu as du monde qui vivent de paye en paye, puis qui sont surendettés, c'est que tu as peur aussi qu'il y ait une cascade de faillite. Cette cascade de faillite-là peut fragiliser les banques, fragiliser les entreprises qui ont prêté aux ménages. Donc, il y avait vraiment une urgence d'aller stabiliser le revenu des ménages, mais en même temps, tu as tout à fait raison de dire que le stabilisateur automatique qui était l'assurance chômage ne fonctionne pas. Puis, les dépenses des uns sont les revenus des autres. Si tu envoies de l'argent aux gens, ils vont dépenser. Ces revenus-là vont aller dans les coffres des entreprises. Avant, l'autre méthode, ça, c'est la phase 2. Hein. Là, on est dans l'urgence, mais il va y avoir une phase 2. Là. La relance, ça va commencer. Là, on va sûrement voir des annonces là, plus au mois de mai, juin, puis peut-être même plus jusqu'à l'automne, là, où là, on va tenter de redémarrer l'économie. Puis là, ça va être des mesures qui vont, je pense, être plus structurelles là, que juste là. Et là, ça va viser, je pense, les entreprises. C'est à voir. Là. Okay. Mais c'est clair que tu as tout à fait raison. On est témoin de quelque chose de nouveau dans la crise actuelle. Et là, dans tout ce contexte-là que tu nous as présenté, donc le fait que le marché est fragmenté, que l'assurance chômage ne rejoint plus tout le monde, que ça ne fait pas un stabilisateur, là, l'idée du revenu de base paraît vraiment fort pertinente. Oui. Est-ce qu'il y a une chance que cette fois-ci, après des années de discussion, ça adhère, que ça passe? Est-ce qu'on a des conditions pour que cette fois-ci, ça passe? Et si oui, ça voudrait dire quoi exactement? Bien, on a des conditions, je pense, favorables. Moi, j'en vois 3 conditions favorables. On a, premièrement, on a cette politique d'hélicoptère. On l'a fait, là. Fait qu'il y a comme un point de non-retour, là. On a reconnu que dans la crise actuelle, il fallait nourrir le pouvoir d'achat des gens, directement, des personnes, et sans distinction, sans discrimination. On dit ça. Et on élargit. Puis moi, ça me fascine. À chaque fois que Trudeau, c'est vraiment la politique fédérale, là,
À chaque fois que Trudeau fait une annonce de « Ah oui, mais finalement, on a découvert qu'il y a telle poche de travailleurs autonomes qu'on n'avait pas compris qu'il y avait besoin, qu'on adapte, on rend plus flexible notre prestation d'urgence canadienne », il est en train de reconnaître toutes les formes atypiques de rémunération, d'emploi puis de salaire. Ça, là, cette reconnaissance-là, ça va rester dans notre mémoire. Donc, en quelque sorte, oui, ça, c'est une première condition. Il y a un travail qui se fait, puis il est fascinant. La deuxième condition qui aide, je pense, c'est la situation de pénurie de main-d'œuvre qui fait qu'on n'est pas dans une économie où on aurait une quantité appréciable de la main-d'œuvre qui était au chômage. En train de se dire comment qu'on va trouver du travail à ce monde-là. On était plutôt dans la situation où on se demandait comment on va trouver des travailleurs. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir les mesures de relance là, dans 2-3 mois s'ils nous disent il faut relancer la construction. Mais dans le secteur de la construction, là, la pénurie de main-d'œuvre, elle est criante. J'ai des amis qui sont entrepreneurs en construction. Là, ils s'arrachent les travailleurs qualifiés. Là. C'est même indécent, là, les offres qui se font sur ce chantier pour arracher du monde d'un chantier à l'autre. Donc, tu sais, bon. Donc, on est dans une situation de pénurie de main-d'œuvre ou de plein emploi, pour le dire autrement. Dans cette situation-là, c'est plus légitime, je pense, de dire on va soutenir tout le monde. Puis finalement, donc normalisation, je pense, du travail atypique, là, ça ne nous dérange plus, le travail atypique. Première condition. Deuxième condition, puis reconnaissance de tout, c'est légitime. Deuxième condition, plein emploi. Troisième condition, il y a un relatif vide idéologique en ce moment. En tout cas, j'ai hâte de voir. Peut-être qu'on va avoir des mauvaises surprises. Là. La CAQ a quand même été élue sur une plateforme assez conservatrice. Peut-être qu'on va avoir des mauvaises surprises avec le secteur public. Mais pour le moment, on peut se dire, c'est pas ça négocie en ce moment aussi, là, mais pour le moment, c'est un gouvernement provincial et le gouvernement fédéral, c'est un peu la même chose. On ne peut pas dire qu'ils sont en mission, qu'ils sont en croisade. Il faut se rappeler, hein, je repassais dans mes notes de certaines présentations que j'ai faites en 2010 sur l'austérité. Et puis, je me rappelais de l'expression « révolution culturelle ». Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Diane, là. Bachand qui nous disait qu'il fallait faire une révolution. En 2010, il dit qu'il fallait faire une révolution culturelle, que les Québécois arrêtent de dépendre sur l'État-providence, qu'on se prenne en main. Ah oui, mon Dieu, oui. Hein, il était en croisade. C'était très oui, c'était teinté idéologiquement très fort. Très, très, très. Et donc, c'est pas dans un contexte de même où tu peux arriver avec une solution révolutionnaire. La seule affaire que tu peux amener, c'est justement l'austérité et la régression. Donc, je pense que là, on n'est pas en ce moment, en tout cas pour le moment, je ne vois pas de grande croisade idéologique. Et donc, peut-être que c'est dans ce contexte-là où les paradigmes faciles, les solutions faciles comme ça, on sait quoi faire, ils ne sont pas là. Là, on est un peu à un moment d'incertitude, puis ça me fait beaucoup penser aux années 30. Hein. Les années 30, c'était aussi une période où il y avait sur le marché des idées économiques plein, l'offre était large, là, ça allait d'affaires complètement horribles comme le fascisme au stalinisme et social-démocratie, socialisme, capitalisme renouvelé, Duplessis qui voulait nous renvoyer d'Inter. Il y avait toutes sortes d'affaires qui se promenaient là, dans ce contexte-là. Le modèle coopératif qui apparaît dans ce contexte-là au Québec, qui généralise dans les années 30. Mais là, en ce moment, est-ce que tu vois un vide? Parce que là, tu dis les années 30, un foisonnement d'idéologie. Là, en ce moment, tu parles plus d'un vide. Quand il y a un vide, c'est quelque chose qui peut être comblé. Est-ce que tu vois vraiment... Oui. Vide, c'est peut-être pas dans... peut-être pas la bonne... Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a... Ouais. Il y a de la place. Il y a de la place. Donc, il y a des idéologies. Toi, tu vois des idéologies. Oui. Ben, moi, je veux dire, je ne suis pas neutre là-dedans. Là. Non, je le sais, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu parles de vide, ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'idéologie dominante et dogmatique pour l'instant. Alors, donc, est-ce que tu t'oserais dire ou avancer que le néolibéralisme a perdu des plumes, qu'il y a moins de défenseurs du néolibéralisme, en tout cas au Canada et au Québec? Je dirais qu'il est incapable d'utiliser la crise pour transformer profondément la société comme il a tenté de le faire en 2010. Il y a un livre très important, « Never let a good crisis go to waste ». Ne jamais laisser une bonne crise passer. C'est fait par un critique du néolibéralisme. Là, et ce livre-là a été écrit pendant la crise de 2010, pendant l'après-crise de 2008, puis montrait comment
les idées, les think tanks néolibérales, tout était prêt. Là. Et en ce moment, on ne sent pas que tout est prêt, qu'on arrive avec ni d'un côté ni de l'autre. Je ne vois pas personne arriver avec un programme complet. Voici ce qu'il faut faire. Tout le monde avance des propositions à tâtons. Il y a des idées fortes qui sont quand même présentes en termes de transition. On en profite pour faire la transition écologique. Il y en a d'autres qui disent, mais regardez, finalement, on reconnaît le travail des femmes, le care, tout le travail de care qui est aux premières lignes. C'est ça qu'on doit valoriser bien plus que de fabriquer des trains d'atterrissage pour des avions. Donc, il y a des idées qui sont là, mais je dirais que ces idées sont écoutées, rebondissent dans l'opinion publique. Il y a une circulation des idées. Moi, d'entendre le premier ministre utiliser le mot démondialisation, moi, je me rappelle, j'ai parlé de ça à l'émission Médium Large. La première année, là, avant que tu sois là avec moi, j'en avais parlé. C'était ma première chronique. C'était hors orbite là, comme idée. Là, tout à coup, que ça devienne une idée qu'on peut, comme ça, dire dans une conférence de presse. Donc, je pense qu'il y a un foisonnement de possibles. Et ça, c'est intéressant. Et donc, dans ce contexte-là, oui, quelque chose comme le revenu de citoyenneté ou une variante pourrait peut-être s'imposer comme un modèle de politique publique. Les Espagnols sont en train de faire le saut. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est encore au niveau de la discussion. Mais quand même, peut-être que ça va être... En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on vient de comprendre ce que ça prend comme type de soutien aux revenus pour relancer ou même stabiliser l'économie. On a vu la largeur que ça prend de catégories, puis la diversité des situations des gens. Puis on a vu aussi tous les différents types d'activités qu'il faut reconnaître, puis qui sont légitimes. Là. On n'est pas en train de dire aux gens qui faisaient travailler en théâtre ou des gens qui étaient dans le domaine de la musique ou ailleurs, ben là, non, on est en train d'embrasser le plus large possible parce qu'on se dit tout ça, ça créait de la richesse. Mm-hmm. Donc ça c'est peut-être le dernier élément. Peut-être le quatrième. J'ai dit qu'il y en a trois. Là. J'avais dit, tu sais, à mesure qu'on étend le soutien aux revenus. Le deuxième, c'était l'idée plein emploi. Le troisième, c'est une quatrième, le changement de valeur, je pense. Je pense qu'on est en train de vivre par rapport à la valeur économique d'un préposé au bénéficiaire dans un CHSLD là, vient de monter pas mal, je pense. On comprend que ça, on découvre que la première ligne d'une société résiliente, c'est pas peut-être ce qu'on pensait. Là. Et j'espère que cette prise de conscience, puis certains services essentiels qui paraissaient peut-être moins essentiels, là, comme la culture, on se dit, oh, wow, on a besoin de culture, on a besoin. Ouais. Donc, ça c'est intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors là, c'est un coup de marteau. Ça défait plein d'affaires. Il y a des affaires qui vont rester, mais qu'est-ce qui va ressortir de ça en termes de nouvelles formes, de nouvelles valeurs? Ça, j'ai hâte de voir. Il y a un autre point que je voudrais aborder avant d'ouvrir les micros. Tu as mentionné la démondialisation. Ce que je me demande, est-ce que tu penses que ça va donner une occasion de se demander ce qu'on garde et ce qu'on laisse aller? Là, je te parle en termes de régionalisation, de retour à des circuits plus courts. Est-ce que tu penses qu'il y a une ouverture à une réflexion? Parce que regarde, en ce moment, on parle beaucoup des problèmes d'approvisionnement. Pour fabriquer plein de choses essentielles, on est comme limité. Donc, est-ce que ça va ouvrir la porte à une espèce de ménage entre ce qu'on a laissé aller, qu'on rapatrie, puis ce qu'on dit, ben non, ça, va falloir continuer à compter sur l'extérieur? Et ça, oui, ça va être, mais moi, je pense que ça va aller encore plus loin que ça. Mais ça, c'est comme je pense que ça, on est déjà en train d'avoir cette réflexion sur ce qui est essentiel et ce qu'on doit sécuriser comme approvisionnement, les types de circuits que ça implique. Et comment penser le design de nos industries, le design de nos quartiers industriels, ou le design de nos entreprises pour permettre une plus grande diversité dans la production. Et ça, c'est comme le premier niveau de réflexion, je pense. Puis ce niveau-là s'accompagne peut-être aussi de « OK, mais regardez autour de soi. » Excusez-moi, j'ai ma zoomette, là, donc c'est mais de regarder autour de soi et de se dire, OK, qu'est-ce qu'eux produisent? Qu'est-ce qu'on pourrait... c'est quoi l'approvisionnement qu'on pourrait avoir? Qu'est-ce qu'on pourrait substituer? Tu sais, mettons, on utilise du plastique. On pourrait-tu remplacer ça par la fibre de bois? Parce que la fibre de bois, ça nous sort par les oreilles au Québec. Bon, ça, je pense que cette réflexion-là va faire son chemin. J'ai l'impression que
Oui, ça, on est déjà là-dedans. Là où je pense que ça va être encore plus important comme réflexion, c'est que je pense que les chaînes d'approvisionnement globales, ils sont, bon, on a vu là, les chiffres là, qui sont sortis hier là, par l'organisme, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, là, le repli du commerce mondial, là, il est majeur. C'est vraiment un choc. Là. Ça, le coup de marteau, il est vraiment très dur. Puis c'est un coup de marteau qui va avoir des répercussions à moyen terme, parce que tant qu'il y aura des vagues de COVID qui se promènent dans l'économie mondiale, mettons que nous, on a fini, mais que c'est rendu en Amérique du Sud, ou que c'est rendu en Afrique, ou que c'est rendu quelque part de nouveau en Asie, ou ça a résurgi en Chine, dans une autre province où c'était avant, peu importe, ça va avoir un effet dissuasif sur le... En tout cas, ça va perturber le commerce international. Puis là, la question qui va commencer à se poser, c'est un modèle de développement qu'on a eu pendant 30 ans qui était, mais comment nous, on peut s'insérer dans cette économie mondiale-là? Comment nous, on peut développer un petit bout d'un produit qui va s'attacher, puis qui va partir, puis qui va se rattacher à d'autres productions dans d'autres pays. Ça, c'était le modèle de développement qu'on a privilégié au Québec, tant du côté du PQ que du côté des libéraux, que du côté de la CAQ. Tout le monde, excusez-moi, adhérait à ce modèle-là. On fait un petit bout de train d'atterrissage, puis on laisse ça partir. On fait un petit bout de tel chip, on fait un petit bout de tel jeu vidéo, on fait un petit bout d'aluminium qui part. Mais ce modèle-là, je pense, va tomber en crise. Il est déjà en crise, mais sa crise, elle est structurelle. Et là, va falloir commencer à changer notre modèle de développement. Donc, les entrepreneurs, les travailleurs syndiqués qui ont des fonds comme le Fonds de solidarité, les planificateurs au niveau du gouvernement, les planificateurs au niveau des MRC, au niveau des régions, des municipalités, la Ville de Montréal. On voit tous ces gens qui pensent non pas la production, mais qui pensent à l'investissement à moyen terme, là, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain. Je pense qu'ils vont devoir faire cette espèce de changement de paradigme où on se dit, non, c'est pas tant s'insérer dans des grandes chaînes très, très longues, très fragiles, mais c'est plutôt peut-être comment mailler, comment avoir des circuits courts industriels. Moi, on appelle ça dans le jargon d'économiste la relocalisation. On a délocalisé. Maintenant, la question, c'est comment se relocaliser de manière intelligente. Fait que peut-être qu'on va ramener des bâtons de hockey, j'arrête pas de l'utiliser cet exemple-là, à Cowansville, ici à côté, je reste à Sutton, on faisait des bâtons de hockey jusqu'à il y a 15 ans ici. On faisait des kayaks, on faisait des skis de fond dans la région. Maintenant, c'est rendu au même endroit où on avait ces usines-là. Maintenant, on a des Walmart. Mais peut-être qu'on va ramener des bâtons de hockey au Québec. Ils vont arrêter d'être produits en Chine avec du boulot de la Sibérie. Mais on va le faire de manière avec des gains de productivité. On va faire ça dans un contexte complètement différent. Puis la même usine qui fait des bâtons de hockey va peut-être faire toutes sortes de produits inimaginables parce qu'on va utiliser des gains technologiques. Mais bref, la relocalisation, pour moi, c'est une façon puis de miser sur le marché interne, miser sur les économies régionales. Peut-être pas juste le Québec, il y a l'Ontario à côté, il y a la Nouvelle-Angleterre. Comment penser un tissu industriel qui est basé sur des chaînes beaucoup plus courtes, plus flexibles. Ça, je pense que c'est quelque chose c'est une grande réflexion qu'il va falloir avoir. Bien, merci, Éric. Véro, on va ouvrir les micros pour que les gens puissent, après tous ces propos, poser leurs propres questions. Exact. Donc, pour ceux qui se sont joints à nous un petit peu plus quand la discussion était déjà commencée, je vous réexplique comment on fonctionne. Vous ouvrez la fenêtre discussion. En fait, la fenêtre conversée, vous allez trouver l'icône en bas de votre écran. Faites juste vous signaler dans la boîte de discussion que ça ouvre, puis je vais vous donner la parole pour que vous puissiez poser votre question. Le temps que les gens se dégênent ou formulent leurs questions, Éric, en fait, j'aimerais ça revenir sur l'assurance-emploi. Est-ce que tu es en train de nous annoncer la mort de l'assurance-emploi, la mort imminente de l'assurance-emploi? Je ne le sais pas. C'est une bonne question. Je pense que Pierre Serré me tomberait dessus si je ferais cette annonce-là. Mais c'est clair que, bon, il y a quand même quelque chose d'important dans l'assurance-emploi. C'est dans cette idée d'un partage de la responsabilité, de stabiliser les revenus des travailleurs entre les employeurs et les employés. Ça, c'est vraiment important. C'est pas juste c'est pas une gang de travailleurs entre eux qui ont une cagnotte, puis tout le monde contribue, puis quand il y en a un qui perd une job, ben, il pige dans la cagnotte, puis après ça, on rend flou. Il y a quand même de faire participer autant l'employeur que l'employé. C'était ça le principe de cette caisse-là.
on a beaucoup resserré les critères, puis ce que ça l'a fait, celui comme effet que finalement la caisse, ça déborde de cash, puis là, on s'en est servi pour toutes sortes de projets plus ou moins intéressants, dont payer le déficit. Ça, c'était une erreur selon moi, mais il y avait quand même un mécanisme de partage. On parlait du partage du risque d'emploi entre employeur et employé. Ça, c'était quand même, ça remonte aux années 30. Ça. On se disait, mais c'est vraiment un risque partagé, là, parce que d'un côté, l'employeur, lui, ben oui, il peut se ramasser avec pas de travailleurs, puis avoir une crise, mais le travailleur, lui, ben, il confie finalement son temps à l'employeur, puis il en devient dépendant. Donc, il y avait une... Alors, comment repenser si on décide de faire disparaître ce mécanisme-là? Non, je ne te l'annonce pas, mais mettons qu'on décide d'aller là. Comment qu'on va repartager la responsabilité entre ceux qui offrent leur travail, peu importe la forme, et ceux qui veulent bénéficier de ce travail-là? Parce qu'un travailleur autonome qui a 2 clients, bien, il est vraiment vulnérable, là. Il est tout aussi vulnérable qu'un employé qui travaille dans une... Donc comment qu'on peut trouver un dispositif de partage de risque? Ça pour moi, c'est qui est légitime. Ça a pris des grèves pour arracher l'assurance chômage, des grosses grèves, là. Les travailleurs autonomes ne sont pas bien bons là-dedans. Là. À date, je n'ai pas vu. Ça, c'est pas une de leurs forces, là, la contestation. Donc, c'est ça. Mais peut-être que oui, peut-être qu'il va falloir penser, mais il ne faut pas qu'on fasse ça puis qu'on en profite pour diminuer, pour régresser socialement. Moi, c'est ma grande crainte. Éric, on a une question de Mélodie. Oui. Elle salue ton tour d'horizon lucide et enthousiaste, puis elle se demande si on est au seuil d'une révolution. Est-ce qu'on a atteint le fameux point de bascule que les écologistes, les humanismes réclament depuis si longtemps? Vas-tu nous annoncer une révolution, Éric? Je commencerai par dire que c'est la première fois. Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas traité de lucide. Je ne sais pas comment je dois faire l'histoire au Québec, ça l'historique. Mais je comprends l'idée, je comprends la référence. Là. Je sais que c'est pas par rapport au lucide. Non, c'est pas teinté, je suis certaine. Non, je sais. Est-ce qu'on est sur le bord d'une révolution? Ouf, une révolution, ça prend du monde dans la rue. Puis en ce moment, c'est un peu difficile d'être dans la rue. C'est un peu ça. Mais Éric, tu dis dans la rue, justement, est-ce que c'est la seule sorte de révolution? Non. Ce qui est clair, mais c'est là où je m'en allais. OK. Ce qui est clair, c'est qu'on est, en tout cas, dans un contexte de questionnement profond, de bouillonnement idéologique. Il y a des idées là, qui avaient de l'air. Moi, j'en ai partagé des idées il y a 10 ans dans l'autre crise, là, sur la démondialisation, sur la décroissance, sur la relance par la restauration écologique, sur le renouvellement de la justice sociale. Puis je prêchais vraiment dans le désert, là. Puis aujourd'hui, j'entends ces mots-là, c'est même pas moi qui les prononce, je les vois circuler, c'est d'autres gens qui portent ces idées-là, puis c'est génial, puis tant mieux. Là, mais ce que ça veut dire, c'est que oui, il y a des idées, je pense, qui sont mûres et qui répondent au contexte. Et donc, je pense qu'on est dans une période de bouillonnement. Est-ce que ça va amener un changement révolutionnaire? Ça, là, une révolution, j'aime bien l'expression d'Alain Deneau, hein, une révolution, c'est quand quelque chose est révolu. Alors, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est révolu? La révolution avec le grand LA, ça faisait référence à tout un modèle de société. Oui, peut-être que la planète tente de nous dire que notre modèle de société il est révolu parce qu'il n'est pas soutenable et qu'il génère des... Mais je ne sais pas si nous, on est rendu à croire profondément que plusieurs aspects de notre vie économique, de nos rapports économiques sont révolus. Mais ce qui est clair, c'est que plus que jamais, on est dans une période de bouillonnement où ces idées-là peuvent circuler. Puis il y a des affaires, je pense qu'il y a des affaires, ça c'est une façon tellement plus de parler. Là. Il y a des mécanismes de solidarité qui se mettent en place actuellement qui, pour moi, sont irréversibles. Puis le soutien aux revenus qu'on constate, ça va peut-être amener, on a le droit de dire empowerment en français, hein? Ça va amener un empowerment, c'est clair. Ça va amener de l'appétit pour plus de justice, plus d'égalité, puis peut-être moins de croissance. Peut-être. Dis-moi, tu viens de soulever la solidarité. Quand on parle de revenus de base, il y a aussi tout ce qui est dans la sphère du bénévolat puis des activités, des initiatives citoyennes. Est-ce que tu penses que cette crise-là peut nous amener justement à une certaine reconnaissance
économique, ou en tout cas, je ne sais pas s'il faut l'amener dans la sphère économique ou changer notre vision de l'économie. Je suis partagée entre ces deux visions, mais tout ce qui est les initiatives citoyennes, le bénévolat, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce qu'on se rend compte qu'on en a besoin, ne serait-ce que dans la transition, les initiatives citoyennes sont drôlement importantes. Oui, en même temps que ça pose tout un enjeu au niveau de partager comment départager ce qui devrait être rémunéré, parce que ça répond à une fonction économique essentielle, et ce qui ne devrait pas, parce qu'on se dit, on est capable, à travers la solidarité, de se le donner, ce service-là. Je pense, par exemple, je ne sais pas comment c'est en ville, là, mais en campagne, moi je suis à Sutton, les livraisons, c'est essentiellement des bénévoles qui le font. Là. C'est un service essentiel. Les gens de 70 ans et plus ne peuvent pas aller à l'épicerie, ne peuvent pas aller à la SAC. Et donc, on a tout un réseau de bénévoles qui... Et là, le débat a été soulevé dans notre communauté ici. Oui, mais là, pourquoi que notre épicerie, notre grande surface ici, pourquoi qu'elle n'engage pas des livreurs? Tu sais, pourquoi que là, c'est des bénévoles qui remplacent des jobs? Là? Donc, c'est un débat, mais par-delà ce débat-là, je pense qu'on reconnaît qu'il y a une sphère d'activité. Moi, je n'ai pas peur de l'appeler économique. Le cœur économique de notre société, les féministes le disent depuis les années 70, le cœur économique de notre société, c'est le travail invisible. Et dans le travail invisible, il y a tout ce qui se fait dans l'espace domestique, mais il y a tout ce qui se fait pour la collectivité aussi. Et donc, le bénévolat, c'est une expression, c'est une façon de donner une valeur à un travail invisible. Moi, j'irais plus loin. Moi, je pense que maintenant qu'on voit la valeur de ce travail-là, donnons-lui des moyens. Investissons dans des infrastructures qui permettent de maximiser la richesse qu'on tire de ce travail bénévole-là. Donnons-nous des infrastructures publiques pour canaliser cette énergie-là, puis pour se donner des belles ruelles, pour se donner des beaux jardins urbains, pour se donner des services justement de proximité avec les personnes âgées, des services d'animation culturelle dans des parcs, peu importe le modèle qu'on veut, mais donnez-nous des outils pour produire en commun, à l'extérieur du marché, des biens et des services qu'on a besoin. Parce qu'en ce moment, c'est tout du patentage privé. Tu sais, la livraison, mais c'est quelqu'un qui prend son char. Oh, j'ai un vélo cargo, on va faire ma livraison. Donc, moi, je pense que dans la relance, une grande partie de la relance, ça pourrait aussi être d'investir dans ce qu'on appelle les infrastructures sociales. Samuel Gervais qui a quelques questions. En fait, là, je vois plusieurs points d'interrogation. Alors, les questions en rafale, Éric. Considérant que les gouvernements... En rafale, je te pose la question au complet. Oh non! Oui, non, il veut que je la pose moi-même. OK. Considérant les gouvernements actuels au Québec comme au Canada, quel genre de revenu minimum garanti peut-on voir être mis en place à court et moyen terme? Est-ce que ça pourrait ressembler au PUC du fédéral, versé mensuellement à tout le monde, sans question posée et sans rien attendre en retour? Okay. Voilà la question. OK. Bien, moi, je vais répondre par ça, je vais faire mon prof d'université, là. Je vais pas répondre à la question. Je vais répondre à la question un peu, mais considérant les gouvernements, c'est juste le considérant que je trouve intéressant. Considérant les gouvernements actuels, mais on le sait que les politiques sociales innovantes, c'est jamais juste le produit d'un gouvernement éclairé qui aurait une épiphanie à un moment donné, là. C'est toujours le résultat d'un rapport de force entre divers acteurs dans la société qui poussent le gouvernement et les grands pouvoirs privés, par exemple, dans une position qu'ils n'auraient pas occupée s'il n'y avait pas eu ce rapport de force-là. C'est quand nécessité fait loi. Hein? Là, en ce moment, la nécessité, c'est qu'on a besoin de garantir des revenus parce que, je répète, là, les revenus des uns, c'est les dépenses des autres qui sont les revenus des autres. Hein? Donc, si on met de l'argent dans la main des travailleurs, des travailleuses, ou des ménages, ou des travailleurs autonomes, ou des entrepreneurs qui ont perdu leur petite entreprise, c'est pour qu'ils dépensent, puis en dépensant, ça crée des revenus pour d'autres. C'est ça une économie, c'est l'interdépendance des revenus. Alors, ça, c'est la nécessité.
Mais en même temps, la forme que va prendre une nouvelle garantie de revenus, ça va dépendre des pressions qui viennent de toutes sortes de gens, dont Samuel, dont les syndicats, dont les groupes communautaires, dont le mouvement féministe, dont les chambres de commerce, dont les associations qui regroupent des travailleurs autonomes autour de certains secteurs comme la culture, les arts ou le design graphique ou je ne sais pas quoi, j'invente. Mais c'est toutes ces pressions-là qui vont façonner une politique publique comme un revenu minimum. Éric, est-ce que je peux ajouter le secteur des médias dans tes secteurs? Oui, ben oui. Non, mais justement, le secteur des médias, tu sais, ça, c'est ce qui est en pleine révolution en ce moment. Là. Puis, je reviens, comment garantir... Alors, oui, OK, let's go pour un revenu minimum. Il y a des conditions, selon moi. Il faut qu'un revenu minimum soit progressif et non pas régressif. Il ne faut pas que ce soit une excuse pour couper dans les services publics, privatiser la santé, l'éducation en disant on vous envoie un gros chèque, débrouillez-vous, faites vos choix. Ça, c'est la première idée. Ça, c'est comme. Donc, il faut que ce soit progressif. Il faut que ça aille dans le sens de plus grande égalité dans la société parce qu'on le sait, les 20 dernières années, c'est allé dans le sens contraire. Il faut que ça diminue la fragilité financière des ménages. Il ne faut pas que le revenu minimum, finalement, nourrisse l'endettement non plus, qu'on se dise ah, mais j'ai ce chèque-là qui s'en vient, je vais prendre une marge de crédit en attendant. Donc, il faut penser à ça aussi. Il faut que ça soit viable sur le plan financier. Ça a plusieurs... La viabilité de l'assurance-emploi, c'était que pendant les années de croissance forte, la caisse, ça se remplissait. On pigeait plus de revenus des travailleurs, on pigeait plus de revenus des entreprises. Pendant les années, ça diminuait. Oups! Donc, il y avait une espèce de système d'équilibre automatique. Comment retrouver ça dans le revenu minimum? Un équilibre. Il ne faut pas que ce soit un panier percé. Et si tu garoches ton argent dans la société, une économie, c'est comme un vase. Là. Mais si tu as un vase d'orchidées, là, plein de trous, là, puis que ton argent, tu le garoches, puis qu'il coule de partout, puis qu'il se ramasse aux Bahamas, puis qu'il se ramasse en Chine, puis qu'il se ramasse en Belgique ou ailleurs, bien là, ton État, il s'endette, ton système ne fonctionnera pas. Ça ne sera pas viable. Tu vas avoir de l'inflation, tu vas avoir des problèmes de viabilité. Donc, il faut récupérer d'une part, puis il faut s'assurer d'une contribution d'autre part. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les gens comme moi, qui sont dans le top 10 je parle d'université, donc je suis quand même dans les hauts revenus, je ne suis pas dans le 1 mais je suis quand même dans les hauts revenus, mais il ne faut pas que moi, je puisse prendre mon 4 000 $ ou mon 3 000 $ puis l'envoyer dans un abri fiscal. Il faut qu'on me le reprenne. C'est impératif qu'on me l'enlève. Et ça, il faut un système d'impôt efficace pour m'arracher le 4 000 que je ne devrais pas avoir, pour que ce 4 000-là aille dans les mains de gens qui ont des revenus plus fragiles, peut-être comme toi qui es travailleur autonome, qui aurait besoin un mois sur deux de ça parce que tu n'as pas un emploi fordiste comme moi je peux avoir. Donc, puis après ça, puis il faut assurer une contribution des entreprises, pas juste des gens. Et des très grandes entreprises, parce que les PME, beaucoup de PME, c'est finalement les profits que les PME génèrent. Souvent, c'est un salaire pour le propriétaire. Ce n'est pas vrai que c'est des gens qui sont assis sur des millions. Souvent, les profits, ça couvre leur salaire, c'est à peu près tout. Mais les très grandes entreprises, eux, au contraire, à travers les mécanismes comme l'optimisation fiscale, on sait qu'ils évitent toutes sortes de contributions. L'assurance chômage, l'avantage de l'assurance chômage était simple. Tu payais 1 $ de salaire, tu payais 10 cents d'assurance chômage, tu ne pouvais pas t'en sortir. C'est un mécanisme automatique. Alors, comment retrouver ça si on enlève l'assurance chômage? Cette garantie que les grandes entreprises, s'il en reste, après la crise, ils vont rester, c'est sûr, là, à moins qu'on ait une vraie révolution et qu'on passe à autre chose, mais peu importe. Là. Comment s'assurer de ce paiement automatique qu'on ne peut pas éviter d'aucune manière? Moi, c'est ça qui m'inquiète dans un revenu minimum, c'est cette absence de contribution du capital. Pour le dire comme ça, là, avec les vrais mots. Là. En ce moment, ils n'ont pas le choix. Ils veulent engager un travailleur. Ils appellent ça, eux, les taxes sur la masse salariale. En fait, le vrai nom, c'est les cotisations sociales. Le droit d'accès à de la main-d'œuvre de qualité, comme on a au Québec, ça implique une contribution à la formation de la main-d'œuvre puis à la stabilisation des conditions de vie de la main-d'œuvre. Est-ce que c'est possible de poser une question? Mm-hmm. Oui. Oui, absolument. Alors, simplement, est-ce qu'on peut craindre qu'au contraire, que les gouvernements, une fois la crise passée, vont justement plutôt retourner à encore plus d'austérité et que les services sociaux vont devenir encore plus, vont plus s'en aller encore vers le privé?
parce que les gouvernements se rendent bien compte des coûts, de ce que ça coûte pour tout ça. Alors, est-ce qu'on ne peut pas craindre cette direction que les gouvernements prendraient d'aller plus vers le privé, surtout en ce qui a trait aux services sociaux? Oui, bien, c'est pour moi une des craintes. Je dirais que pour moi, c'est comme un fantôme en arrière, là, parce que j'ai été beaucoup marqué par le contexte post-2008 où j'ai travaillé beaucoup comme critique de l'austérité en 2009-2010 jusqu'en 2014. Puis, je trouvais ça dommage de devoir mener une lutte un peu régressive quand il y avait tellement à faire sur le front de la transition écologique, sur le front justement de rénover notre système de protection sociale, de le moderniser. Il y avait plein de projets qui allaient dans un sens progressif à faire. Puis là, on était pris à défendre finalement bec et ongle le statu quo contre des gouvernements qui voulaient faire de l'austérité. Et pour le moment, je me dis, ouf, je suis un peu soulagé, on n'est pas là-dedans. Mais ça serait naïf de penser qu'on ne se ramassera pas éventuellement devant des voix qui commencent déjà d'ailleurs à se faire entendre dans l'opinion publique, qui disent non, 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 mais là, attendez, là le niveau de la dette, là, ça va être insoutenable. Puis là, on donne un coup, mais après, il va falloir corriger, puis il va falloir serrer la ceinture. Puis effectivement, qu'ils vont dire aussi, comme ça vient d'être dit, puis je pense que c'est vraiment pertinent, hey, ça coûte cher la santé, là. Oupelaï. C'est peut-être pas à nous de faire ça, là. En même temps, si on s'en va dans ce combat-là, on y va quand même armé. On y va armé avec la légitimité qu'acquiert en ce moment le service public. Regardez les pays qui ont le meilleur système public de santé, c'est les pays où le taux de mortalité est le plus faible. Je donne un exemple l'Allemagne. L'Allemagne, là, et les pays qui ont, au contraire, des systèmes de santé semi ou entièrement privatisés, c'est là où c'est un drame humain, c'est un drame humanitaire. Pensez à New York. Puis là, la COVID là, est juste dans le nord des États-Unis là, pour le moment. Là. Mais quand on va descendre dans le sud, dans les États là, très républicains, dans les États très où là, là, ça va être des ravages. Là. Ça va être un drame humanitaire extrêmement important. Donc, je pense que là, il faut s'asseoir là-dessus puis dire non, là, regardez, là, ce qui marche, c'est des économies où le secteur public est solide, bien structuré. Parce qu'en Italie, il y a un autre exemple. En Italie, où là, on est de la corruption mur à mur, bien, c'est là aussi où on a eu des très fortes mortalités. Donc, je pense qu'il faut s'asseoir sur cette certitude-là qu'en ce moment, dans l'opinion publique et dans la science économique de la crise, on voit, les données parlent d'elles-mêmes. Le secteur public est une ressource essentielle en cas de crise. Il livre quelque chose que le secteur privé a de la difficulté à livrer. Qui est vraiment d'être là sur la première ligne, d'être prêt. Donc, j'espère que dans la bataille des idées qui s'en vient, cette bataille-là va être gagnée facilement. Mais il ne faut jamais s'asseoir sur ses lauriers. C'est évidemment une crainte. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Quelqu'un d'autre qui a un désir brûlant de poser une question? Il nous reste 5 minutes. Je vous laisse la place. Oui, allez-y. J'en aurais une autre, c'est que quand vous avez parlé de la relocalisation, je pense que ce serait d'autant plus important qu'on aille vers ça quand on sait qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, c'est quelque chose qui alimente beaucoup aussi les problèmes climatiques que nous avons avec tous ces avions et ces bateaux qui se promènent d'un bout à l'autre de la planète. Alors, ça sera d'autant plus important si on veut aller vers essayer de rétablir le climat, de couper ces circuits. Dans l'allocation qu'on pourrait faire de ce qui peut être mondialisé et ce qui devrait être relocalisé, on dit toujours la circulation des idées, la circulation de la culture, la circulation des arts, sous certaines formes, la circulation des gens, mais ça a pris des formes un peu beaucoup problématiques dans les 10 dernières années avec le tourisme de masse, avec l'industrie de la croisière en particulier, qui saccageait des villes entières. On pense à la ville de Barcelone ou la ville de Venise, qui devenait véritablement un zoo. Mais oui, la circulation des gens sous certaines conditions, maximisons ça.
maximisons la circulation de ce qui est essentiel qui n'a pas le choix de circuler à une échelle mondiale parce qu'il y en a juste à un endroit, parce qu'il n'y en a pas ailleurs, puis ce n'est pas substituable. Mais pour le reste, relocalisons. Ça ne veut pas dire qu'on se ferme aux autres. Ça veut juste dire qu'on s'ouvre sur ce qui est nécessaire, mais qu'on ferme ou qu'on relocalise ce qui coûte cher au climat et qui n'est pas essentiel à l'épanouissement. Et qu'au contraire, ce qu'on juge essentiel à l'épanouissement de notre culture, l'épanouissement de l'humanité, mais ça, on l'ouvre le plus possible. C'est là qu'on dépense notre budget carbone. On arrête de flamber notre budget carbone sur l'échange de framboises qui partent de la Californie en plein mois de juillet, puis qui montent au Québec, pendant qu'au Québec, nous, on exporte des framboises au New Jersey. Ces échanges-là, complètement inutiles. Je pourrais en nommer plein d'autres échanges économiques irrationnels qui renvoient des chaînes de valeur qui ne devraient juste pas exister, puis qui font juste nourrir, finalement, des multinationales qui, en plus, contribuent peu en termes d'impôts. Donc, moi, je pense que oui, je suis entièrement d'accord dans cette idée de relocalisation, mais il faudrait éviter une relocalisation qui s'accompagne d'une fermeture culturelle, d'une fermeture à l'autre. Ça, là, vraiment, ça serait un retour à ce qu'il y a de pire des années 30, c'est-à-dire un repli nationaliste. Là. Ça serait vraiment un erreur. Je pense, entre autres, aux vêtements. Il y a une époque où Montréal avait plein d'usines de fabrication des vêtements. Il y en a plusieurs qui ont fermé pour s'en aller aux Philippines, au Vietnam, un peu partout. On pourrait ramener ça ici. Je ne sais pas, Diane, si tu vas embarquer, mais en tout cas, je veux juste peut-être répondre à ça rapidement, que c'est déjà en branle. On est déjà, je ne sais pas, on a déjà plein de petites shops de masques puis de blouses qui apparaissent spontanément. Puis je pense que ces gens-là vont pouvoir peut-être continuer dans cette lancée-là. Parce que là, on passe du masque purement sécuritaire au masque qui va devenir un instrument de mode. Hein. Ici, à Sutton, c'est déjà commencé. Là. On a du design de masques. Donc, on va pouvoir porter des masques qui représentent nos valeurs, notre esthétique. Là, ça va devenir... Puisqu'il va falloir s'y habituer, hein, je pense qu'on va devenir des porteurs de masques, je pense, pour une couple de mois, sinon peut-être même une couple d'années dans certains lieux. Donc, ça va devenir des éléments de mode. Hein. Il va falloir... Donc, oui, je pense que cette relocalisation-là, elle est déjà... C'est ce que je pense aussi. La crise nous a fait réaliser la perte de savoir qu'on avait au niveau de l'industrie du vêtement. Mais il reste encore beaucoup de machines à coudre sur Chabanel qui dorment et qu'ils sont en train de retrouver une nouvelle vie. Donc, je pense que oui, ça va avoir été un des côtés positifs de cette crise-là. Je vois qu'il est rendu 17h30, Véro. Fait que d'abord, Éric, un gros merci. Ça m'a rappelé les beaux moments qu'on a eus ensemble à Medium Large. Ça a été très agréable. Et puis, je vais laisser Véro clore cette série de 3 qui se termine ce soir. Cette série de 3 qui est entièrement due à l'idée de Diane Bérard, qui a été votre animatrice pour ces 3 discussions-là. C'est elle qui voulait jaser avec vous de la crise qu'on traverse et de l'impact sur le travail. Puis Nouveau Projet a trouvé cette idée-là excellente et on est vraiment super contents d'avoir pu faire ça avec toi, Diane. Merci à vous tous et toutes qui avez été là pour 1, 2 ou 3 des discussions. C'est vraiment précieux de vous avoir. Puis je vous laisse aller commencer votre souper. Un beau bonjour des îles de Madeleine. Merci, bonjour à vous. Merci à tous les participants, puis bonne soirée à tous, puis à une prochaine, j'espère. Merci Véro pour la complicité. Merci. Merci Diane, bye. merci Véro. Bye bye.